Dans les annales des grandes fortunes, certaines histoires se distinguent non par leur éclat, mais par le silence assourdissant qui précède la tempête. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une de celles-là. C'est le récit d'une femme jugée insignifiante, effacée, jusqu'au jour où elle a révélé une force que personne, et surtout pas ceux qui la méprisaient, n'auraient pu imaginer. « Prends tes bébés et pars », lui cria son mari, tandis que sa mère, derrière lui, arborait un sourire en coin. Pour eux, elle n'était rien. Une femme sans valeur, sans ressources, désespérée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en secret, sa fortune personnelle s'élevait à 200 millions de dollars. Et que dans moins de 48 heures, elle allait devenir propriétaire de tout ce qu'ils possédaient, leur entreprise, leur réputation, leur avenir. Voici comment une femme sous-estimée a fait disparaître une dynastie. Maya Lefèvre se tenait au seuil de l'hôtel particulier des de Courcy, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle lissait sa robe. L'édifice se dressait devant elle comme une forteresse, tout en colonnes de marbre et en perfection glaciale. Elle avait rencontré Damien 3 mois plus tôt, lors d'un gala de charité, charmée par son sourire et la manière dont il l'écoutait parler de ses rêves. Devenue son épouse, elle s'apprêtait à rencontrer la famille qui l'accompagnait. La lourde porte en chêne s'ouvrit, et instantanément, elle le sentit. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Madame de Courcy se tenait dans le vestibule, ses yeux balayant Maya avec la précision d'un joaillier examinant un faux diamant. « C'est donc vous, » dit-elle, sa voix portant juste assez de chaleur pour être polie, et juste assez de glace pour nouer l'estomac de Maya. Monsieur de Courcy apparut derrière sa femme, grand et imposant. Sa poignée de main fut brève, dédaigneuse. « Damien nous a dit que vous vous joindriez à nous ce soir, » dit-il, se détournant déjà avant même que Maya puisse répondre. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger, autour d'une table assez longue pour accueillir 20 convives, mais occupée par 6 personnes seulement. Maya prit place à côté de Damien, qui lui serra la main une fois avant de la lâcher pour saisir son verre de vin. Elle avait passé tout l'après-midi à préparer un plat que sa mère lui avait enseigné, une recette familiale qui, espérait-elle, pourrait combler la distance entre elle et ces étrangers qui étaient désormais sa famille. Les plats furent servis l'un après l'autre, et Maya vit son mets, préparé avec tant de soin, être déposé sur la table. Madame de Courcy y jeta un coup d'œil, les lèvres pincées. « Comme c'est intéressant, » dit-elle, ses mots tombant à plat. Personne n'y toucha. Maya regarda les fourchettes se tendre vers tous les autres plats, tandis que les conversations s'écoulaient autour d'elle comme l'eau autour d'une pierre. Elle tenta de participer, se penchant en avant lorsque monsieur de Courcy mentionna une affaire. « J'ai lu un article sur cette acquisition dans le journal financier, » offrit-elle. La réaction du marché a été impressionnante. Il hocha la tête sans la regarder, puis se tourna vers Damien. « Ton père et moi discutions des projections trimestrielles, » dit-il, effaçant de fait Maya de la conversation. Damien ne dit rien. Il se contenta de couper son steak et de mâcher, les yeux fixés sur son assiette. La soirée s'éternisa avec la lourdeur d'un enterrement. Chaque tentative de Maya pour contribuer était accueillie par des hochements de tête polis ou de subtiles redirections. Lorsqu'elle rit à une blague, son rire mourut dans sa gorge en réalisant qu'elle était la seule à la trouver drôle. Quand elle complimenta le vin, le sourire de Madame de Courcy fut tendu. « Il provient de notre collection privée. Damien sait que nous ne l'ouvrons que pour la famille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une fumée âcre. Maya sentit ses joues brûler, mais elle garda une expression neutre, ses mains sagement jointes sur ses genoux. Elle avait appris très tôt dans la vie que montrer sa douleur ne faisait qu'en inviter davantage. Son père était mort quand elle avait 12 ans, laissant sa mère élever seuls 3 enfants. Maya avait vu sa mère endurer les humiliations avec le sourire, cumulant 2 emplois sans jamais se plaindre. Cette même force d'âme habitait Maya, cachée sous son extérieur tranquille. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se briser. Après le dîner, la famille passa au salon, un espace feutré rempli d'antiquités et de portraits d'ancêtres de Courcy qui les regardaient avec des expressions sévères. Amandine, la sœur de Damien, tenait la cour, racontant son récent voyage à Paris. Le shopping était divin. « Mère, tu aurais adoré les boutiques de la rue Saint-Honoré. » Madame de Courcy sourit avec indulgence. « Peut-être irons-nous ensemble au printemps prochain. » Maya ouvrit la bouche pour dire qu'elle avait passé un semestre à Paris pendant ses études, qu'elle connaissait bien ces rues. Mais la voix d'Amandine s'éleva, noyant toute possibilité d'interruption. La conversation dériva vers des amis de la famille que Maya n'avait jamais rencontrés, des blagues d'initiés qui nécessitaient des années de contexte qu'elle n'avait pas. Elle resta assise là, invisible, tandis que la famille riait et se remémorait des souvenirs autour d'elle. Damien croisa son regard une fois, lui offrant un petit sourire d'excuse, mais il ne la défendit pas,
ne l'intégra pas à la conversation, ne lui fit pas de place dans son monde. Il était assis là, complice de son effacement. À un moment, Madame de Courcy se tourna vers Maïa avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Damien nous dit que vous ne travaillez pas en ce moment, » dit-elle, les mots soigneusement choisis. « Je suppose que vous allez vous concentrer sur la tenue de la maison. » La mâchoire de Maïa se crispa. Elle était diplômée en commerce d'une grande université, avait travaillé dans la finance avant de rencontrer Damien, mais avait accepté de prendre du recul temporairement parce qu'il le lui avait demandé, disant que cela faciliterait les choses au début de leur vie commune. « Pour l'instant, » dit Maïa avec prudence, « bien que je garde un œil sur quelques projets. » Le rire de Madame de Courcy fut doux et tranchant. « C'est charmant. Un passe-temps. » Le mot flotta entre elles comme une gifle. Les doigts de Maïa s'enfoncèrent dans ses paumes, mais son visage resta calme. Elle avait appris que le silence pouvait aussi être une arme. Que parfois, la meilleure réponse était l'absence de réponse. Elle se souviendrait de ce moment, de ce mépris, de cette cruauté désinvolte déguisée en conversation. Elle se souviendrait de tout. La soirée s'acheva enfin vers minuit. Alors qu'ils montaient dans leur chambre, Damien était silencieux. Une fois à l'intérieur, Maïa alla dans la salle de bain et fixa son reflet. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Quand elle en sortit, il était déjà au lit, parcourant ses emails. « Ta famille est... » commença Maïa, puis s'arrêta, cherchant les mots justes. Damien leva les yeux, l'air las. « Ils s'habitueront à toi. Ils sont juste très protecteurs. Donne-leur du temps. » Mais Maïa avait vu les regards, entendu le ton, senti le rejet. Ce n'était pas de la protection. C'était un verdict. Alors que la respiration de Damien devenait régulière dans le sommeil, Maïa resta éveillée, fixant le plafond. Elle repensa aux mots de sa mère avant le mariage. Certaines familles ne savent pas partager leurs fils. Tu devras être plus forte que leur petitesse. Sur le moment, Maïa avait pensé que c'était une simple inquiétude. Maintenant, elle comprenait que c'était un avertissement. Elle posa la main sur son ventre, sentant le léger gonflement que personne ne connaissait encore. Des jumeaux. Le médecin l'avait confirmé la semaine dernière. Allongée dans ce manoir glacial, entourée de gens qui la regardaient comme une nuisance, elle se demanda s'il y aurait jamais un bon moment pour l'annoncer. Verrait-il ses enfants comme des fardeaux, eux aussi? Mesurerait-il sa valeur à la discrétion de sa souffrance? Ce qu'elle avait, en revanche, c'était une détermination croissante qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il verrait sa valeur. Dans l'obscurité, Maïa Caldwell fit une promesse silencieuse à elle-même et à ses enfants à naître. Une promesse qui, un jour, remodèlerait tout ce que la famille de Courcy pensait savoir sur le pouvoir. 3 mois s'étaient écoulés, et Maïa avait appris que l'humiliation n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle venait en murmures, en exclusions subtiles, dans la façon dont les gens regardaient à travers vous. Les jumeaux grandissaient en elle, son ventre rond et indéniable. Mais l'annonce, faite 6 semaines plus tôt, avait été accueillie par un silence si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Madame de Courcy avait pincé les lèvres en une fine ligne et dit « Des jumeaux. Quelle malchance !» Chaque brunch en famille devenait un exercice d'endurance. Maïa arrivait tôt, aidait à mettre la table, arrangeait les fleurs, pour se retrouver assise au bout de la table, là où les conversations ne parvenaient pas. Elle regardait Madame de Courcy servir du café à tout le monde sauf à elle, comme si sa tasse n'existait pas. « Oh, je ne vous avais pas vu », disait-elle quand Maïa finissait par parler. Le point de rupture arriva un dimanche matin. Maïa s'était levée à l'aube, le dos endolori par le poids des jumeaux, pour préparer une quiche lorraine, la fameuse recette de sa grand-mère. Elle la porta jusqu'à la salle à manger avec des mains précautionneuses. Quand la nourriture fut servie, elle regarda les mains se tendre vers tout, sauf sa quiche. Elle resta là, intacte et refroidissant, une représentation physique de sa place dans cette famille. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle se tourna vers Damien, sa voix assez basse pour que lui seul l'entende. « Tu ne vas rien dire ?» Il la regarda, les yeux fatigués. « Dire quoi, Maïa ? N'importe quoi. Ils agissent comme si je n'étais pas là. » Damien soupira. « Tu es trop sensible. Ils sont juste comme ça. Sensibles. Comme si ses sentiments étaient le problème. Comme si remarquer la cruauté était pire que la cruauté elle-même. » Mais la voix de Madame de Courcy s'éleva. « Damien, ton père et moi discutions de la maison d'été. Nous pensions que ce serait mieux en famille seulement cette année, étant donné les circonstances. » Ses yeux se posèrent sur le ventre de Maïa. Le message était clair. Les jumeaux n'étaient pas de la famille. Maïa était la circonstance. Cet après-midi-là, Maïa se retrouva seule dans la cuisine. Sa quiche gisait dans la poubelle, à peine touchée,
victime d'une guerre silencieuse. Elle sortit son ordinateur portable, la seule chose dans cette maison qui lui appartenait vraiment, et ouvrit le dossier crypté qu'elle constituait depuis des semaines. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des plans d'affaires, des portefeuilles d'investissement. Maya travaillait en secret, utilisant l'argent de son précédent emploi dont elle n'avait jamais parlé à Damien, et l'héritage de son père qu'elle avait gardé à part. Chaque nuit, après que Damien se soit endormi, elle travaillait. Chaque fois qu'elle était ignorée, elle canalisait sa frustration en stratégie. S'il voulait la traiter comme un rien, elle leur montrerait ce que rien pouvait devenir. Son téléphone vibra. Un message d'Élise Warren, sa meilleure amie de l'université et désormais sa partenaire commerciale secrète. Comment s'est passé le brunch? Maya tapa rapidement, comme d'habitude. Je suis invisible jusqu'à ce que je devienne un inconvénient. La réponse d'Élise fut immédiate, tant pis pour eux. J'ai finalisé l'accord sur l'immeuble. Nous sommes officiellement propriétaires. Maya s'autorisa un petit sourire. L'immeuble qu'elle venait d'acheter générait des revenus et serait la première brique d'un empire que personne dans cette maison ne soupçonnait. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine brutale. Un soir, lors d'un dîner de famille, Monsieur de Courcy rendit sa position parfaitement claire. Alors qu'il discutait des affaires de Damien, l'entreprise familiale transmise depuis des générations, Maya offrit une observation sur les tendances du marché. Monsieur de Courcy la regarda comme si elle avait suggéré de brûler de l'argent dans la cheminée. Ma chère, je pense que nous laisserons les décisions commerciales à ceux qui les comprennent. Cette nuit-là, Maya s'assit dans la chambre d'enfant qu'elle avait préparée, ses mains posées sur son ventre. Votre grand-mère m'a appris quelque chose, murmura-t-elle à ses enfants. Elle m'a appris que le monde essaiera de vous rendre petite, de vous convaincre que votre voix ne compte pas. Mais elle m'a aussi appris que la survie est un art, et que la patience est une arme. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire, regardant les comptes qui ne portaient que son nom, les investissements qui croissaient régulièrement. Chaque insulte, chaque oubli, chaque moment où elle était négligée était un carburant. Elle apprenait leurs schémas, comprenait leurs faiblesses, cartographiait le paysage de leur arrogance. La famille de Courcy pensait connaître son histoire, ils pensaient avoir écrit sa fin. Ils n'avaient aucune idée que Maya Caldwell était en train d'écrire son propre scénario, et que dans celui-ci, elle n'était pas la victime. Elle était la tempête qu'ils ne verraient jamais venir. Les jumelles naquirent un mardi matin de mars. 2 filles parfaites que Maya nomma Sophia et Emma. Madame de Courcy visita l'hôpital une fois, resta 15 minutes et partit sans prendre aucun des bébés dans ses bras. Elles sont très petites, remarqua-t-elle, comme si la taille était un défaut de caractère. Damien était présent, mais distant. Tandis que la famille de Courcy la considérait comme une nouvelle mère dépassée, Maya exécutait les phases finales d'un plan qu'elle développait depuis plus d'1 an. 6 mois après son mariage, Maya avait ouvert son premier compte professionnel sous son nom de jeune fille, Caldwell Venture SARL. Elle avait utilisé l'héritage de son père, un argent dont les de Courcy ignorait l'existence. Ces $20 000 initiaux étaient devenus 40 000 en 2 mois grâce à des investissements boursiers judicieux. Au moment de la naissance des jumelles, Caldwell Venture était passé à un peu plus de 2 millions de dollars. 3 semaines après avoir ramené les jumelles à la maison, Maya retrouva Élise dans un café. L'immeuble de Brooklyn a été acquis hier, dit Élise. Et la start-up technologique? Ils sont désespérés pour des investisseurs providentiels. Si leur plateforme décolle, nous envisageons un rendement de 30 fois la mise en 3 ans. Maya sentit le frisson familier d'un investissement intelligent. Conclus l'affaire, mais garde mon nom complètement à l'écart. Le manoir des de Courcy devint le terrain d'entraînement de Maya au silence stratégique. Un soir, en montant les escaliers, elle entendit la voix d'Amandine, « Je ne sais pas comment Damien fait. » 2 nourrissons qui hurlent et une femme qui ne sait pas ce qu'elle fait. La réponse de Madame de Courcy fut plus basse, mais audible, « Ce n'est pas permanent. » Ces choses-là finissent toujours par s'arranger. Les mots étaient une menace enveloppée de politesse. Maya s'arrêta sur le palier, le cœur battant. Elle envoya un SMS à Élise, « Accélère tout. J'ai besoin d'actifs liquides, et vite. » Le lendemain matin, elle appela son ancien mentor de la finance, Richard Valois, un homme qui lui avait autrefois offert un partenariat qu'elle avait refusé pour épouser Damien. « J'ai environ 2 millions de capitaux que je cherche à faire croître de manière agressive. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour me conseiller sur des mouvements qui n'apparaîtront sur le radar de personne sauf le mien. » Il accepta immédiatement. En 1 semaine, ils avaient restructuré tout son portefeuille. Les 2 millions de Maya devinrent 4, puis 6, puis 10.
Chaque dollar était soigneusement caché dans des comptes qui ne portaient que son nom, dans des sociétés écrans et des fiducies que même le meilleur avocat en divorce aurait du mal à pénétrer. Au premier anniversaire des jumelles, sa fortune avait dépassé les 20 millions de dollars. Plus tard dans la soirée, elle autorisa un investissement de 12 millions de dollars dans une start-up pharmaceutique. L'ironie ne lui échappa pas. Elle prenait des décisions valant plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie, tandis que les de Courcy la pensaient simplement décorative. Un soir, alors que les jumelles avaient 18 mois, Maya examinait son portefeuille avec Élise par visioconférence. Les chiffres à l'écran la firent marquer une pause. 50 millions de dollars. Maya, comprends-tu ce que tu as fait? Dit Élise. Tu n'es pas seulement riche, tu es puissante. La société pharmaceutique est sur le point d'entrer en bourse. Nos actions vont tripler, peut-être quadrupler. D'ici l'année prochaine, tu approcheras les 200 millions de dollars. 200 millions. Plus que la valeur de toute la famille de Damien. Et personne dans cette maison ne le savait. Quand leur diras-tu? Demanda Élise. Maya pensa aux yeux froids de Madame de Courcy, à la cruauté désinvolte d'Amandine, au silence méprisant de Monsieur de Courcy. Je ne leur dirai pas, dit Maya tranquillement. Je leur montrerai. Mais seulement quand le moment sera venu. La nuit où tout bascula, Maya préparait un dîner de famille qu'elle n'avait pas voulu organiser. Les jumelles avaient maintenant 2 ans. Damien était sorti du bureau de son père, le visage dur, annonçant que tout allait changer. La famille était réunie dans le salon. Monsieur et Madame de Courcy étaient assis comme des juges. Damien se tenait près de la cheminée, refusant de croiser le regard de Maya. Maya, asseyez-vous, dit Madame de Courcy. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Monsieur de Courcy prit la parole. Maya, nous observons la situation depuis un certain temps et nous sommes parvenus à une conclusion difficile. Vous êtes dépassée. Les jumelles subissent trop de stress. Et franchement, ce mariage était une erreur depuis le début. La vérité, enfin. Madame de Courcy ajouta, nous avons essayé de vous accueillir, mais vous ne vous êtes jamais intégré. Maya regarda Damien, attendant qu'il la défende. Il resta là, silencieux, la mâchoire serrée, mais la bouche fermée. La trahison la coupa plus profondément que les paroles de ses parents. Je pense que c'est mieux ainsi, dit-il finalement. Pour tout le monde. Maya sentit quelque chose en elle se cristalliser. Toute la douleur et l'humiliation des 3 dernières années se condensèrent en une clarté dure comme le diamant. Vous voulez que je parte? Très bien. Mais comprenez une chose. C'est votre décision, pas la mienne. Ne soyez pas dramatique, ma chère, dit Madame de Courcy. Nous vous offrons une allocation mensuelle très généreuse. Maya faillit rire. Je ne veux pas de votre allocation. Je ne veux rien de cette famille. La gouvernante apparut avec Sophia et Emma. Maya les prit dans ses bras. Ce sont mes filles, dit-elle, sa voix tremblant d'une fureur contrôlée. C'est moi qui les ai portées, mises au monde, élevées pendant que vous les traitiez comme des fardeaux. Et maintenant, vous nous jetez comme des ordures. Elle regarda Damien droit dans les yeux. Tu ne les mérites pas. Alors qu'elle se tournait pour partir, Madame de Courcy lança son coup de grâce. Vous regretterez cette sortie théâtrale, Maya. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien sans cette famille. Maya s'arrêta sur le seuil, se retourna lentement et sourit. Un sourire qui n'avait rien de bienveillant. Vous avez raison sur une chose. Je me souviendrai de cette nuit. Chaque mot, chaque visage. Et un jour, très bientôt, vous souhaiterez avoir été plus aimable. Madame de Courcy rit. Des menaces, maintenant? Comme c'est pathétique. Maya ne répondit pas. Elle sortit, ses filles dans les bras. Alors qu'elle attachait les jumelles dans leurs sièges auto, dans le véhicule qu'elle avait secrètement acheté des mois auparavant, son téléphone vibra. C'était Élise. J'ai vu ton signal d'urgence. Ça va? Maya tapa d'une main sur, ils nous ont mis à la porte. C'est le moment. Active tout. La réponse d'Élise fut immédiate. Tu es sûre? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Maya regarda ses filles, puis le manoir derrière elle. Je suis sûre, tapatait-elle. Rase tout. Elle démarra la voiture et s'éloigna du manoir des de Courcy pour la dernière fois, non pas en victime, mais en femme à qui l'on venait de tendre l'arme parfaite. Il pensait l'avoir détruite. Il n'avait aucune idée qu'il venait de la libérer pour les anéantir. Maya conduisit jusqu'à un appartement de luxe dans le centre-ville, un bien qu'elle avait acheté 6 mois plus tôt via l'une de ses sociétés écrans. Tout était déjà meublé, préparé. Elle avait appris très tôt dans son mariage que l'espoir était dangereux. Elle avait donc construit des voies de sortie qu'il ne pouvait pas voir. Minuit.
Élise était à sa table de cuisine, des dossiers étalés comme des plans de bataille. Ils vont le regretter, dit Élise tranquillement. Jusqu'où veux-tu aller? Maya n'hésita pas. Jusqu'au bout. Je veux qu'ils perdent tout ce qui compte. Leur réputation, leur contrôle, leur supériorité arrogante. Élise sortit un dossier épais. Ordonnance restrictive, demande de garde, déclaration financière montrant chaque centime que tu as gagné indépendamment. Les tribunaux verront que tu n'es pas seulement capable, tu es exceptionnel. Et les finances de Damien? Ça devient intéressant. Il y a des transactions très douteuses. De l'argent transféré sur des comptes offshore, des paiements à une adresse qui ne correspond à aucune dépense professionnelle connue. Je crois que ton mari a une maîtresse et qu'il finance son style de vie avec l'argent de la famille. Son nom est Cassandra Price. Ils se voient depuis environ 8 mois. Maya ne ressentit rien. Pas de douleur, pas de surprise, juste un calcul froid. Peut-on utiliser ça? Les yeux d'Élise brillèrent. Absolument. Infidélité, faute financière, détournement de biens matrimoniaux. C'est un levier. Mais il y a mieux. Les finances de la famille de Courcy ne sont pas aussi stables qu'ils le prétendent. Monsieur de Courcy a fait des investissements risqués qui n'ont pas payé. Ils sont riches en actifs, mais pauvres en liquidités. L'entreprise familiale est lourdement endettée. Si quelqu'un acquérait leurs dettes, il pourrait essentiellement contrôler l'avenir de l'entreprise. Combien cela coûterait-il? Demanda Maya. Élise la regarda droit dans les yeux. Environ 40 millions de dollars. Ce que, par coïncidence, tu possèdes maintenant. Le lendemain matin, Maya rencontra Richard Valois dans son bureau du centre-ville. Je veux acquérir la dette des entreprises de Courcy, discrètement, par le biais de sociétés écrans. Richard siffla doucement. C'est agressif. Et brillant. Mais es-tu prête pour la suite? Ce n'est pas seulement des affaires. C'est une guerre personnelle. La voix de Maya était ferme. Ils ont jeté mes enfants comme des déchets. Mon mari est resté là sans rien dire. Je ne suis pas seulement prête, Richard. J'y compte bien. L'après-midi même, Maya reçut la première salve des avocats de Damien. Une demande de garde affirmant qu'elle était instable, financièrement dépendante et incapable de subvenir aux besoins des jumelles. Le document était rempli de mensonges. Élise appela immédiatement. Tu vois ces ordures? Ils prétendent que tu es sans le sou. Montrons-leur à quel point ils ont tort. J'inclus les preuves de sa liaison. S'ils veulent remettre en question ton caractère, examinons le sien. 7 jours après avoir été chassée, Maya reçut l'appel de Richard. C'est fait. Nous avons acquis la dette. 42 millions. À partir de ce matin, tu détiens l'avenir des entreprises de Courcy. Maya se tenait à la fenêtre de son appartement et sentit le pouvoir s'installer autour d'elle comme un manteau. Ils l'avaient renvoyée, humiliée, jetée. Et ce faisant, ils avaient créé l'architecte de leur propre destruction. Le piège était tendu. Les marches du palais de justice ressemblaient à l'entrée d'un champ de bataille. Maya les gravit, Sophia et Emma tenant chacune une de ses mains. Dans la salle d'audience, Damien était assis à la table de la défense avec son avocat. Madame de Courcy était juste derrière lui, son expression rayonnant de confiance et de mépris. Cassandra Price était assise 3 rangs plus loin, essayant de paraître invisible. L'avocat de Damien commença. Votre honneur, mon client demande la garde principale de ses filles jumelles en raison de l'incapacité de la mère à fournir un logement stable ou un soutien financier. Madame Caldwell n'a aucun revenu vérifiable. La juge Morgan se tourna vers Élise. Maître Warren, votre réponse. Élise se leva. Votre honneur, l'argumentation de la défense repose sur une méconnaissance fondamentale des faits. Madame Caldwell n'est pas financièrement dépendante. Elle est, en fait, substantiellement plus riche que Monsieur de Courcy et toute sa famille réunie. Un silence de mort s'installa dans la salle. Le visage de Damien se crispa de confusion. Élise continua, je voudrais soumettre les preuves des actifs indépendants de Madame Caldwell. Elle tendit un dossier au greffier. En lisant les documents, les sourcils de la juge s'élevèrent. Elle leva les yeux. Maître Warren, ces documents montrent des actifs de plus de 190 millions de dollars. Tous au nom de Madame Caldwell seule. La voix d'Élise était claire et fière. C'est exact, votre honneur. Madame Caldwell a bâti un empire commercial pendant son mariage, en utilisant l'héritage de son défunt père et les revenus de sa carrière antérieure. Le visage de Damien était devenu blanc. Madame de Courcy semblait avoir été giflée. Élise n'avait pas fini.
De plus, votre honneur, je voudrais soumettre les preuves de l'infidélité de monsieur de Courcy, de sa faute financière et de son abandon prémédité de ses enfants. Elle tendit un autre dossier. Des SMS, des relevés bancaires montrant plus de 200 000 $ détournés des comptes joints, et des enregistrements de conversation. Cassandra Price se leva brusquement et quitta la salle d'audience, le visage rouge de honte. La juge Morgan posa les documents. J'en ai assez vu. Monsieur de Courcy, votre demande de garde est rejetée. De plus, j'accorde à Madame Caldwell la garde légale et physique complète des enfants mineurs, avec un droit de visite supervisé uniquement pour le père, en attendant une évaluation psychologique. Votre honneur, s'il vous plaît. Ce sont mes filles, balbutia Damien. La voix de la juge fut glaciale. Des enfants que vous avez qualifiés de « complications » en planifiant de les abandonner. Vous aurez de la chance si je vous autorise à les voir du tout. Je publie également une ordonnance restrictive interdisant à tout membre de la famille de Courcy de contacter Madame Caldwell ou ses enfants. Madame de Courcy se leva, la voix tremblante de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes une famille respectée. Le marteau de la juge s'abattit comme un coup de tonnerre. Asseyez-vous, Madame de Courcy, ou je vous placerai en détention pour outrage. Le respect se mérite, il ne s'hérite pas. Et votre famille n'a mérité que mon dégoût. Maya rassembla ses filles et se dirigea vers la sortie. En passant devant la table de Damien, elle s'arrêta. Il leva les yeux, remplis de choc. Maya, je ne savais pas. Je n'ai jamais réalisé. Elle se pencha. Tu n'as jamais pris la peine de regarder. Ça a toujours été ta plus grande erreur. Elle sortit de la salle d'audience, laissant la famille de Courcy assise au milieu des ruines de leur arrogance. Les retombées furent rapides. 3 jours plus tard, Richard Valois passa son appel. Il mit le haut-parleur pour que Maya puisse entendre. Monsieur de Courcy, ici Richard Valois. Je vous appelle au sujet de la dette des entreprises de Courcy. Nous avons acquis votre portefeuille de dette il y a 6 semaines. 42 millions. Un silence. Puis une voix brisée, qui êtes-vous réellement? Richard jeta un coup d'œil à Maya, qui hocha la tête. Maya se pencha vers le haut-parleur, sa voix calme et claire. Bonjour, monsieur de Courcy. C'est Maya. Je possède votre dette maintenant. Ce qui signifie que je possède l'avenir de votre entreprise. Le téléphone se tut. 2 semaines après l'audience, Damien demanda une rencontre. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais s'il te plaît, Maya. L'entreprise. C'est l'héritage de mon père. La voix de Maya était froide. Et tu étais prêt à jeter tes propres enfants, qui auraient été la 4e génération. Ses yeux se remplirent de larmes. Que veux-tu de moi? Dis-moi comment réparer ça. Maya se pencha, sa voix douce mais impitoyable. On ne peut pas réparer ça, Damien. Tu voulais que je disparaisse parce que tu pensais que je n'étais rien. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences de ne pas avoir vu qui j'étais vraiment. Elle se leva pour partir. S'il te plaît, Maya. Mon père. Il a eu une crise cardiaque. Maya retira son bras qu'il avait saisi. Ce n'est pas mon problème. Tu t'es assuré que je ne faisais plus partie de la famille. Tu te souviens? 3 mois après l'audience, les entreprises de Courcy furent vendues pour une bouchée de pain. La maison familiale fut mise en vente. Madame de Courcy déménagea dans un petit appartement. Damien occupait un poste de second rang dans une entreprise où personne ne connaissait son nom. La puissante famille de Courcy avait été réduite à des gens ordinaires. Et Maya? Maya avait ses filles, son empire, sa dignité. Elle avait non seulement survécu, elle avait vaincu, prouvant que l'adversaire le plus dangereux est celui que vous n'avez jamais pris la peine de voir. La justice n'avait pas seulement été rendue. Elle avait été absolue. 4 ans plus tard, Maya se tenait dans son bureau d'angle au 40e étage, regardant la ville s'étendre sous elle. Sophia et Emma, maintenant âgées de 4 ans, jouaient à ses pieds, construisant des tours avec des cubes. La porte s'ouvrit et Élise entra. La société pharmaceutique est entrée en bourse hier. Tes actions valent maintenant un peu plus de 300 millions de dollars. Tes actifs totaux s'élèvent à environ 450 millions. Les chiffres étaient stupéfiants. Cet après-midi-là, une visiteuse inattendue se présenta, Madame de Courcy. La transformation était choquante. La femme qui avait autrefois rayonné d'une autorité froide semblait maintenant diminuer. Je suis venue m'excuser, dit-elle. Pour vous supplier. De nous laisser faire partie de leur vie. Maya sentit la colère monter, rapide et brûlante. Vous les avez appelées des « complications ».
Vous avez poussé votre fils à les abandonner. Les yeux de Madame de Courcy se remplirent de larmes. J'avais tort sur tout. J'ai tout perdu. S'il vous plaît, Maya. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais ces filles sont mes petites filles. Maya se leva, sa voix tranchante comme de l'acier. Vous avez raison sur un point. Vous ne méritez pas le pardon. Vous avez eu votre chance d'être une grand-mère, et vous avez choisi la cruauté. Je veux que vous partiez maintenant. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Voilà ce que l'on ressent quand on n'est pas désiré. Souvenez-vous de ce sentiment, car c'est ce que vous m'avez fait subir chaque jour pendant 3 ans. Madame de Courcy se dirigea lentement vers la porte. Je suis désolée. Vraiment, profondément désolée. La voix de Maya fut calme mais définitive. Vos excuses arrivent avec 3 ans de retard et ne valent absolument rien. Au revoir, Madame de Courcy. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles, Maya ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un email à ses filles, à lire quand elles seraient plus grandes. Sophia et Emma, au moment où vous lirez ceci, vous connaîtrez toute l'histoire. Comment des gens ont essayé de nous rendre petites, comment ils ont échoué, et comment nous nous sommes élevés. Je veux que vous compreniez que la vengeance n'était pas le but. La justice, si. Se défendre n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Et construire quelque chose de beau à partir de la douleur n'est pas seulement possible, c'est puissant. Vous venez de la force. Vous avez été élevé dans la dignité. Et vous hériterez non seulement d'argent, mais aussi de la certitude que vous n'aurez jamais à accepter d'être traité comme moins que ce que vous êtes. Soyez l'eau calme. Soyez la tempête. Soyez tout ce qu'ils ont dit que vous ne pouviez pas être. Avec tout mon amour. Maman. Elle enregistra la lettre et referma son ordinateur. Maya Caldwell avait été rejetée, humiliée et mise de côté. Mais elle s'était relevée de ce rejet pour bâtir un empire, détruire ses ennemis et créer une vie où ses filles ne sauraient jamais ce que c'est que de ne pas être désirées. Les de Courcy avaient essayé d'écrire sa fin. Au lieu de cela, elle avait écrit la leur. Et ce faisant, elle était devenue une légende, non pas de la vengeance, mais du pouvoir imparable d'une femme qui a refusé de rester brisée.